Quatrième pays d'Amérique du Sud par sa superficie, la Colombie couvre un territoire 2 fois plus grand que la France. À l'extrémité nord de la cordillère des Andes, la Colombie trouve son point culminant à près de 5800 mètres. Grâce au relief très élevé qui arrête les nuages, la Colombie possède d'abondantes réserves d'eau douce. Elle compte parmi les plus importantes de la planète. La saison des pluies gonfle les cours d'eau. Beaucoup d'entre eux alimentent le bassin de l'Amazone, le plus vaste du monde. La Colombie révèle des paysages d'une grande diversité. Entre les montagnes, des plaines se faufilent et s'ouvrent parfois en plateaux fertiles. Entre les sommets et le littoral, les différences d'altitude influencent un climat tropical très contrasté. La végétation s'est adaptée aux conditions climatiques. La Colombie est l'un des pays au monde qui offre la plus large biodiversité. Certaines espèces végétales sont très rares. Beaucoup cachent encore leurs secrets et d'autres font énormément parler d'elles, comme la coca. Le pays est le point de rencontre entre de nombreuses espèces animales. La faune présente un grand intérêt, en particulier les oiseaux. Exemple, le toucan, qui a plus d'un tour dans son bec. En Colombie, plusieurs civilisations amérindiennes ont parfaitement maîtrisé le travail de l'or. Elles furent à l'origine de l'Eldorado, une région mythique où l'or devait se trouver en abondance. Dans l'espoir d'atteindre l'Eldorado et aussi mettre la main sur des émeraudes incomparables, les Espagnols débarquèrent au tout début du XVIe siècle. Les conquérants furent horrifiés par certaines peuplades anthropophages. Ils imposèrent la religion catholique et leurs institutions. Victimes des mauvais traitements, les indigènes furent exterminés et remplacés par des Africains. Plus tard, tous les Colombiens se mobilisèrent derrière le libérateur Simón Bolívar pour conquérir l'indépendance. La liberté et l'ordre sont les priorités quotidiennes d'un pays qui lutte depuis plus de 50 ans contre la guérilla menée par des factions rebelles. Malgré les tensions, la Colombie a mis en place un régime présidentiel où le chef de l'État est élu au suffrage universel. La société est multiraciale. Elle comporte 60% de métis. Les descendants des Espagnols se sont fondus dans la Colombie d'aujourd'hui. L'accès aux études est difficile dans un système où 70% de l'instruction est confiée au secteur privé. On a longtemps considéré la Colombie comme le plus catholique des pays d'Amérique latine, mais cela n'exclut pas la présence d'autres religions. Les Espagnols ont apporté leur culture, que la Colombie a enrichie, notamment avec l'écrivain Gabriel García Márquez. La création et la culture colombienne témoignent d'une étonnante vitalité. Le folklore et la musique en sont l'écho. Et le carnaval en fait la démonstration. La Colombie compte près de 47 millions d'habitants et les 3/4 habitent les villes. Mais les conditions de la vie urbaine ne sont pas les mêmes pour tous. Entre les riches et les pauvres, le fossé est très large. La Colombie dispose de confortables réserves de pétrole. Le pays est aussi un grand exportateur de charbon et de nickel, et l'industrie occupe le quart de la population active. L'ouverture sur les 2 océans est un atout important pour le commerce. Dans la cordillère orientale, à 2600 mètres d'altitude, la capitale Bogota s'étend sur un immense plateau. Avec plus de 7 millions d'habitants, en comptant les banlieues, la population a plus que doublé en 30 ans. La congestion du trafic a été en partie solutionnée par le Transmilenio, un réseau de bus qui roule en site propre. Au pied des montagnes, la ville de Bogota retrouve ses origines sur la place Bolivar. Elle se situe à l'emplacement des premières maisons élevées par les Espagnols.
En revanche, c'est un architecte français qui a reconstruit l'hôtel de ville au début du XXe siècle. Les personnes chassées de leurs terres par la guérilla ont inspiré un artiste colombien. Elles sont représentées par des fourmis sur le bâtiment du Congrès national. La vieille ville de Bogota est organisée en damier, avec des artères tracées au cordeau. En plus des avenues, les carreras sont orientées nord-sud, tandis que les calles, les rues, sont orientées est-ouest. Un plan qui reproduit celui des villes espagnoles de l'époque coloniale. Le cœur historique de la cité semble venu directement d'Andalousie. Ici, le passé est très présent. Fondée en 1538, la ville fut à l'origine baptisée Santa Fe. Santa Fe est une appellation très répandue dans les pays de culture hispanique. Elle signifie « Sainte Foi ». La ville devint plus tard Santa Fe de Bogota, en référence à un grand chef indien. La tradition du commerce est très ancienne dans une ville au carrefour des voies de communication. Les téléphones portables se louent pour des communications très minutées. Dans la rue, tout se vend, y compris les émeraudes. Celle-là, elle vaut environ 15 millions de pesos, 7500 $. On peut rêver de richesse dans une ville qui fut surnommée jadis l'Athènes sud-américaine. Le sud de la Colombie est partagé entre la vaste forêt amazonienne et les chaînes de montagnes parallèles. En direction du sud, on quitte les hauts plateaux de la cordillère orientale et l'altitude chute brutalement. La route sert principalement au transport vers Bogota, des marchandises qui ont été acheminées jusqu'ici depuis l'océan Atlantique en remontant le fleuve Magdalena, le principal cours d'eau colombien. Auparavant, le transport se faisait par chemin de fer. Au marché quotidien, les productions locales attirent les consommateurs. Il y a notamment les fruits tropicaux. Petit à petit, le paysage reprend de la hauteur. On aborde la cordillère centrale dans la région où le fleuve Magdalena prend sa source. Le cours d'eau est encore modeste. Il a ici les dimensions d'un torrent que l'on peut, dit-on, franchir en sautant. Mais le saut dans le vide de la rivière Bordones est nettement plus impressionnant. Cultivée dès le XVIe siècle, la canne à sucre est l'une des plus anciennes cultures du pays. Entre les récoltes de canne à sucre, la vie dans la localité de San Agustín s'écoule tranquille. La bourgade de 30 000 habitants a été fondée très tard par les Espagnols, à la fin du XVIIIe siècle. Mais ces lieux avaient déjà été habités, comme l'atteste une découverte archéologique exceptionnelle, un ensemble de mystérieuses sculptures. Taillées dans des monolithes, les statues n'ont pas livré grand-chose de leur histoire. On ne connaît quasiment rien de la civilisation qui les a produites. La statue qui est ici derrière représente la naissance d'un enfant. En haut, on peut voir les phases de la reproduction, symbolisées par 9 lunes. Les statues de San Agustín représentent des personnages importants de la société, comme par exemple les chamans. Les statues ont été situées dans le temps entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le Xe siècle de notre ère. Des tombes et des divinités peuplent un site qui reste énigmatique. Dans le sud-ouest du pays,
Le département du Cauca présente un paysage de bocage avec des prairies et des haies qui délimitent les parcelles. On y élève des vaches aussi à l'aise que dans les alpages. En effet, l'altitude rafraîchit les températures et la terre volcanique favorise les herbages arrosés par des pluies fréquentes. Tous les mardis, dans le village de Silvia, le marché attire une foule bigarrée. Les Indiens guambianos arrivent des environs. Ils portent de grosses chaussures, une jupe 3/4, un poncho court, une écharpe de couleur vive et un chapeau. Pour le gouverneur de leur communauté, les guambianos ont des caractéristiques bien originales. Les caractéristiques du guambiano. Nous avons une certaine autonomie politique, presque dans tous les domaines, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé. Nous avons notre propre langue, qui est le Namrish. Au niveau culturel, nous avons aussi nos propres habits, ainsi que l'écharpe et le chapeau. À la fin du marché, les guambianos rentrent chez eux à bord des chivas, les transports collectifs. Au nord du pays, la côte est baignée par la mer des Caraïbes. La ville de Carthagène bénéficie d'une situation idéale à l'abri d'une baie. Carthagène a beaucoup grandi derrière son port. Elle compte aujourd'hui 1 million d'habitants. Dès sa fondation, la ville prit une telle importance qu'il fallut la protéger solidement. Les Espagnols construisirent d'imposantes fortifications qui devaient dissuader les agresseurs. On observait la mer du sommet des collines voisines. Le couvent de la Popa est installé sur l'une d'entre elles. Il fut établi au début du XVIIe siècle et restauré par les moines de Saint-Augustin. Toutes les richesses emportées d'Amérique du Sud par les Espagnols transitaient par Carthagène. La ville devint la porte du continent et prospéra très rapidement. L'architecture coloniale reflète l'opulence de la cité et des bâtiments contemporains s'en inspirent encore. La ville fut détruite par un incendie au milieu du XVIe siècle parce que toutes les maisons étaient construites en bois. On reconstruisit la ville avec des matériaux qui résistaient au feu et qui survécurent jusqu'à nos jours. Jeune et dynamique, Carthagène est une vitrine de la création artistique. Les manifestations culturelles et les expositions sont très nombreuses. Les places publiques débordent de sculptures qui racontent la vie quotidienne, les traditions séculaires ou l'histoire du pays. On ne quitte pas forcément Carthagène par la route. On peut emprunter la plage, qui est le chemin le plus court pour atteindre le village de pêcheurs le plus proche. Même le bus emprunte ce raccourci. La Colombie a connu une explosion démographique. En 60 ans, la population a été multipliée par 5. Mais la natalité, longtemps stimulée par l'Église catholique, est aujourd'hui maîtrisée. Les femmes, qui avaient plus de 5 enfants il y a 40 ans, en ont moins de 3 aujourd'hui. La population est aussi très jeune. 1/3 des Colombiens n'ont pas 18 ans. Et la plupart sont amateurs de football. Au sud de Carthagène, le village de San Basilio de Palenque a été fondé par des esclaves africains en fuite. Les origines des traditions locales et de la langue parlée ici remontent jusqu'en Afrique.
Le fondateur du village fait l'objet d'une véritable dévotion. C'est le fondateur que nous appelons entre nous Benkos Bioro. C'est lui qui fonda Palenque aux environs de 1603. Pour la population noire, la localité dégage un grand prestige. C'est le premier village d'esclaves libres en Amérique du Sud. L'organisation sociale par groupe d'âge est calquée sur le modèle africain. Même les plus jeunes apprennent à se battre pour vivre. Beaucoup de boxeurs colombiens sont originaires d'ici. Les communications s'inspirent, elles aussi, de l'Afrique. C'est le tambour principal pour les habitants de Palenque. C'était notre instrument de communication avec les autres communautés. Le sombrero volteado fait partie du paysage colombien. Un petit volcan en a même adopté la forme, El Totumo, le volcan d'argile. Ici, pas de lave, mais une boue riche en sels minéraux. On vient de loin s'y baigner pour bénéficier de ses vertus. Après le bain d'argile liquide, on descend le long du cône volcanique pour une petite toilette. C'est hydratant. L'eau est proche, un mélange d'eau douce et d'eau de mer. Au départ de Carthagène, en longeant la côte Caraïbe vers le nord, on atteint rapidement la grande ville de Barranquilla. Barranquilla est une ville bariolée et animée toute l'année. Mais dans les jours qui précèdent le carême, on sent l'animation monter progressivement. On rafraîchit les couleurs. Les visiteurs arrivent de loin. On sent que quelque chose d'exceptionnel se prépare. Pour les derniers détails, tout le monde s'affaire, les grands comme les petits. Les pâtissiers aussi préparent la fête. Ils donnent à leur création des formes et des couleurs inhabituelles. Les rues voient apparaître des véhicules et des personnages étranges. La ville se met à bouger. Des groupes convergent vers un lieu de rassemblement. Une rumeur monte au loin. L'attente ne sera pas longue. Les premiers ensembles se mettent en mouvement. C'est le début du cortège, l'un des plus fameux d'Amérique latine, le carnaval de Barranquilla. Un musée célèbre le carnaval. Alfredo de Espriella. C'est une des facettes transcendantes de la culture populaire de Colombie. Le carnaval est un mouvement continu. C'est une expression populaire. Mis à part l'aspect artistique ou populaire, c'est très drôle. Le carnaval, à vrai dire, c'est du déguisement, des grimaces, des rires, des pitreries. C'est ça, le carnaval. Le carnaval de Barranquilla dure 4 jours et 4 nuits. Mais auparavant, des mois durant, on se prépare. Les groupes répètent sans relâche les mouvements de la cumbia, une danse qui associe des éléments d'origine amérindienne, africaine et espagnole. Antonia est chorégraphe. La cumbia est mondialement connue. C'est l'une des racines les plus anciennes de notre carnaval. Et en plus de la cumbia, nous avons une grande variété de danses et de musique. C'est pour ça que nous avons été déclarés patrimoine culturel de l'humanité, oral et immatériel. Le carnaval de Barranquilla est unique au monde pour sa diversité culturelle. Adriana Romero.
C'est un carnaval multirythmique. Dans le carnaval de Barranquilla, il y a plus de 13 expressions culturelles comme la cumbia, le congo, le mapalé, le son de negro, les figurants, les litanies. Celles-ci perpétuent l'essence même des traditions ancestrales. Pour les Barranquilleros, c'est une fierté, une passion que nous ressentons. Pour nous, c'est très gratifiant que notre ville soit connue comme la capitale de la joie. Vive le carnaval de Barranquilla! Salut, c'est super le carnaval! Les origines du carnaval de Barranquilla sont lointaines. Elles remontent à l'époque où les esclaves africains chantaient, dansaient et se déguisaient en prenant la place de leur maître. Un phénomène très répandu dans les Caraïbes. Chaque quartier de la ville est représenté par sa reine de beauté. La plus belle sera élue reine du carnaval. Elisabeth représente le quartier Abajo. Ce concours est un concours qui auparavant s'appelait les Reines populaires du carnaval. Chacune des reines des quartiers populaires de Barranquilla présente les particularités culturelles de son quartier. Un des points culminants du carnaval de Barranquilla, la bataille de fleurs. En plus des traditions caraïbes, le défilé évoque, en la tournant parfois en dérision, l'actualité politique, la guérilla et certains sujets délicats, comme la lutte contre les trafiquants de drogue. Pendant le carnaval, tout est permis. Dans le cortège, il y a aussi les méchants, ceux qui font peur. Les réjouissances se prolongent toute la nuit. Heureusement, le ravitaillement est prévu. La musique colombienne se nourrit d'influences complexes et variées en provenance d'Espagne, d'Afrique et des Caraïbes. Résultat, un mélange détonnant. La ville de Barranquilla doit beaucoup au grand fleuve Magdalena. À son embouchure, dans la mer des Caraïbes, les alluvions ont créé un immense estuaire. À la Ciénaga Grande de Santa Marta, sur des milliers d'hectares d'une lagune, la terre et l'océan se rejoignent. L'endroit est un sanctuaire de vie sauvage. Les terres émergées sont pourtant exploitées par les habitants du littoral qui collectent le sel marin. Le sel fournit un maigre revenu aux villageois. Beaucoup travaillent au contact direct de la mer en construisant des parcs à poissons.
Mais en plus du sel, on trouve des moyens de subsistance parfois originaux. Ce sont des œufs d'iguane. Je les vends aux touristes. Le mode d'emploi est très simple et le verdict sans appel. Délicieux. Plus au nord, la ville de Santa Marta s'est logée entre une extrémité de la cordillère des Andes et la mer des Caraïbes. C'est la première ville fondée par les Espagnols en Amérique du Sud. La cathédrale remonte à cette époque. La cité fut rapidement prospère, les édifices publics en témoignent. Les animaux comme l'iguane et le banyan tentaculaire sont typiques du climat tropical version Caraïbe. C'est à Santa Marta que mourut Simón Bolívar. Les pays hispano-américains devaient être unis par le libérateur, mais ce ne fut qu'un rêve. Adossé à la montagne, le village de Taganga semble également sortir d'un rêve. Dans l'ancien petit port de pêche, on vit aujourd'hui du farniente. Les visiteurs de passage sont nombreux à profiter d'une plage bien abritée. La Sierra Nevada de Santa Marta est la zone montagneuse la plus élevée de Colombie, avec des sommets qui approchent les 6000 mètres. Quand les Espagnols sont arrivés dans la région, ils se sont heurtés à la résistance farouche des Indiens Taironas, un peuple parmi les plus évolués de Colombie. Les Taironas se sont réfugiés dans une épaisse forêt pluviale et leur nom a été donné à un parc national. Entre les espèces vivantes, la collaboration est totale. Les racines imitent les serpents, certaines espèces utilisent la terre pour faire leur habitat dans les arbres et, spécialiste du mimétisme, le lézard passe pour une liane. On peut même parler de symbiose dans le cas des fourmis Hata. Les feuilles qu'elles découpent servent à la culture de champignons dont elles se nourrissent. Dans le sous-bois apparaissent d'énormes blocs de roche. Au milieu du chaos rocheux, une forme familière s'inspire de celle que dessinaient les Indiens Kogis, les descendants des Taironas. La forme en œuf des pierres s'explique par la vision cosmique des Indiens Kogis de la Sierra Nevada. Pour eux, la forme du monde est ovale, comme un œuf, d'où la forme des pierres. L'érosion a donné à la roche des formes tout aussi surprenantes. Dans le parc national, les paysans fournissaient les trafiquants de drogue en cultivant la coca. Le gouvernement les a aidés à se reconvertir en ouvrant des gîtes proches de la nature. C'est le cas de Celso Lopez. Alors, grâce à cela, on a construit ce gîte pour que les visiteurs puissent loger ici. Et on en profite pour leur expliquer, par exemple, ce qu'est le mythe du soleil. Parce que c'est important pour eux et pour tout le monde. Les logements à l'indienne sont réalisés avec des matériaux locaux. Ce bungalow a un très beau nom, la terre. La terre est notre mère. Quand nous mourrons, on nous met en terre. En fait, la terre nous donne tout. Le parc de Tayrona englobe aussi une partie de littoral le long de la mer des Caraïbes. Là, ce sont les vagues qui ont taillé les roches au gré de leur fantaisie. Les plages de sable bordent une côte restée sauvage,
parcourue de courants froids et violents. Finalement, la faune garde ses droits et les pélicans s'en donnent à cœur joie. Sur le tracé des longues cordillères centrales et occidentales se positionnent les deux plus grandes villes du pays après Bogota, Cali et Medellín. À 1500 mètres d'altitude, Medellín frappe par sa couleur brique dominante. Fondée au début du XVIIe siècle, la cité a connu un développement récent. Ses 3 millions d'habitants vivent dans une vallée au climat agréable. On appelle d'ailleurs Medellín la ville de l'éternel printemps. Hélas, la ville fut longtemps insécurisée par le trafic de la cocaïne. La ville de Medellín est une des plus dynamiques du pays. Tous les secteurs connaissent une forte croissance et tirent l'ensemble de l'économie régionale. L'activité la plus florissante est le textile qui, à lui seul, fournit la moitié des emplois dans le département. Les infrastructures se sont considérablement développées autour du métro. Grâce à lui, toute l'économie de la ville a été dynamisée, spécialement dans la vallée de la rivière Medellín, qui parcourt toute la ville du nord au sud. Construit en 1995, le métro a transformé la vie de nombreux habitants de Medellín. Auparavant, pour gagner le centre-ville, il fallait compter une bonne demi-journée de trajet pour les résidents des collines qui bordent la vallée. Des quartiers entiers se trouvaient isolés et livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, avec l'appui d'un téléphérique qui mène à la station du métro, les comunas, les bidonvilles, sont désenclavés. 1 heure suffit pour aller travailler dans le centre, et la délinquance a quasiment disparu dans le quartier de Santo Domingo, jadis très mal fréquenté. Aujourd'hui, le calme et la sécurité règnent, mais pas seulement grâce au transport. Les habitants ont trouvé de nouveaux centres d'intérêt et le succès du centre culturel, en forme de diamant, en donne la preuve. Juan Uribe en est le directeur. Dans les années 80 et 90, ce quartier était malfamé et très dangereux parce que la mafia avait choisi de recruter ses hommes de main dans ce secteur. Maintenant, avec l'aide de programmes sociaux, le quartier s'améliore. Il est devenu calme avec beaucoup d'activités, avec des classes moyennes. Chacun s'occupe de ses affaires et tient à garder l'endroit beau et propre. Et les gens respectent beaucoup le téléphérique, ils en sont très fiers. Les jeunes ne sont plus désœuvrés. On les prend en charge et les trafics en tout genre sont remplacés par des activités éducatives. Dans le ciel de Medellín, un building tranche par son originalité. On lui a donné la forme d'une aiguille de machine à coudre. C'est une façon de rendre hommage à la mode, l'une des activités les plus porteuses de la ville. En quelques années, la cité est devenue dans ce domaine une référence pour toute l'Amérique latine. Les boutiques de la rue Primavera indiquent les principales tendances des créations colombiennes. En matière de création, un autre citoyen de Medellín a ouvert une voie très originale, Fernando Botero. L'homme se définit lui-même comme le plus colombien des artistes colombiens. Il s'est d'ailleurs inspiré de l'art amérindien pour aboutir à des œuvres que l'on reconnaît au premier coup d'œil.
Conrado Uribe connaît très bien Botero. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce qui intéresse Botero, ce n'est pas de représenter des personnes corpulentes. Il est bien plus intéressé par le volume, la rondeur et la forme des rondeurs. Il travaille la sensualité des formes. En un sens, on peut dire qu'il exagère. Il gonfle les personnages, il gonfle le volume, il exagère les proportions du réel. Le musée de Antioquia rassemble d'autres créations de Botero. Un artiste privilégié, car il aura connu la gloire et la fortune de son vivant. Sculpteur et peintre, Botero ajoute souvent une touche d'humour dans le portrait qu'il fait de ses semblables. Botero s'est inspiré du tango, dont Medellín est un haut lieu, tout comme Buenos Aires. Au sud de Medellín, la plaine se rétrécit entre la cordillère centrale et la cordillère occidentale. Les conditions sont très favorables à l'agriculture. D'abord, la terre d'origine volcanique est extrêmement fertile. Ensuite, le climat chaud et humide est rafraîchi par l'altitude. Les conditions sont idéales pour les bananiers qui exigent une terre très riche. Les conditions sont aussi idéales pour l'élevage. Le cheval et les vaches ont été importés en Amérique du Sud par les colons espagnols. Sur le grill, on cuit la banane plantain, un féculent répandu sous les tropiques. Les conditions sont tout à fait favorables à une culture qui a fait la réputation de la Colombie dans le monde entier, le café. Le caféier se cultive en général à plus de 1000 mètres d'altitude. La cueillette des baies se fait à la main et la production est très réglementée. Alberto Hernandez. Les caractéristiques? Eh bien, le café de cette propriété est certifié. Nous ne pouvons pas utiliser de produits chimiques forts. Nous essayons de produire un café de très bonne qualité et de toujours conserver les mêmes dosages. La Colombie est l'un des premiers producteurs de café au monde. Dans le sud-ouest, sur les contreforts de la cordillère et sous la protection du Christ roi, apparaît la ville de Cali, surnommée la sultane de la vallée. Avec 2 millions d'habitants, la cité a bien grandi depuis sa fondation au bord de la petite rivière Cali. Le patrimoine de la ville est très diversifié. L'église néogothique de la Ermita a été construite au milieu du XXe siècle dans un style quelque peu anachronique. Les monuments de l'époque coloniale sont peu nombreux à Cali. Avec ses formes baroques, l'église Saint-François ne remonte qu'au XVIIIe siècle. Le chat est le symbole de la ville. L'animal était vénéré par de nombreux peuples d'Amérique du Sud, notamment par les Incas. Il apparaît fréquemment dans l'art précolombien. Cali a le sens du spectacle. Au carrefour, les automobilistes en profitent. En matière de spectacle, la ville est une référence, car elle est la capitale mondiale de la salsa. Pourquoi Cali est la capitale mondiale de la salsa? Parce que nous sommes reconnus dans le monde entier comme des danseurs qui utilisent des techniques originales pour les mouvements des pieds ainsi que pour notre rythme.
C'est pour ça que nous sommes la capitale mondiale de la salsa. Il existe des centaines d'écoles de salsa. Et chaque soir, on peut danser dans un endroit différent. Cali est connue comme la ville qui ne dort pas. La Colombie a beaucoup d'atouts. Elle a pris de la distance avec son passé tourmenté et désormais, elle se tourne vers l'avenir. Pour s'en assurer, il suffit d'observer la richesse du sourire.